Bonjour les élèves. J'espère que vous allez bien. On va avoir besoin aujourd'hui le cahier origine à la page 53. Donc, je vous demande d'ouvrir votre cahier à cette page-là. Ayez un surligneur ou deux ou trois, si vous en avez trois. Sortez les surligneurs et ayez aussi votre cahier de notes de cours. Donc, le cahier de notes de cours, c'est juste parce que je vais vous parler d'une page en particulier. Donc, ayez ça sur votre bureau. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause puis faire ça. OK? Donc, une fois que c'est fait, tout le monde, ce qu'on va parler aujourd'hui, on va parler des caractéristiques du vivant. C'est quoi les différentes caractéristiques qu'un organisme doit posséder pour être considéré comme un vivant? Bien sûr, si je vous montre une roche et une plante, vous avez tous déduit que la roche, c'est l'organisme qui est non vivant. Mais il y a des raisons pourquoi on va dire que la plante, à l'inverse, elle est vivante. Et entre autres, elle peut se reproduire, elle peut réagir à certains stimuli comme la lumière ou le manque d'eau, etc. Mais une des caractéristiques bien importantes de quelque chose qui est vivant, c'est son organisation cellulaire. C'est le fait que l'organisme est composé de cellules. Donc, vraiment, les cellules, c'est ça qui va être à la base. La cellule est l'unité de base de la vie. Et c'est ça qui va être à la base d'un organisme qui est vivant. Mais les cellules, en fait, c'est un seul des 7 critères. Donc, il va y avoir 7 critères pour qu'un organisme soit vivant, entre autres, qu'il soit composé de cellules. Mais il y a 6 autres critères qui vont venir en ligne de compte. Et l'organisme, ça c'est bien important, doit posséder les 7. S'il possède 6 sur 7, il n'est pas considéré comme un vivant. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir les caractéristiques du vivant. C'est pour ça que je vais vous parler un petit peu des cellules, entre autres, qui, bon, oui, bien sûr, c'est une seule des caractéristiques, mais c'est quand même une caractéristique qui est importante. Donc, juste pour, à titre d'information, vous avez des cellules dans votre corps. Il y a une règle générale là, qui dit qu'environ 1 milliard de cellules par kilogramme de matière. Évidemment, ça va varier dépendamment de la corpulence et de la grandeur de certaines personnes par rapport à une autre du même âge. Mais pour vous donner une idée, par exemple, un ado aura environ 30 à 40 milliards de cellules. Puis des cellules, il n'y en a pas 50 000 sortes, il y a environ 200 types de cellules. Donc, entre autres, il existe des cellules osseuses, des cellules nerveuses, des cellules sanguines, comme les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, etc. Des cellules musculaires, des cellules de cartilage, etc. Donc, il existe 200 sortes environ de cellules et il y en a des milliards et des milliards dans votre corps et c'est ce qui fait que vous êtes bien sûr considéré un organisme vivant. À noter ceci, ça va être plus dans le prochain cours, mais je vais vous en parler quand même. Il existe 2 types de cellules. Donc, les organismes vivants, ils peuvent soit être composés de cellules animales ou de cellules végétales. Bien sûr, tout ce qui va être du règne des végétaux va être composé de cellules végétales et du règne animal va être composé de cellules animales. Maintenant, les cellules végétales et animales sont composées d'à peu près les mêmes composantes. OK? On va voir ça plus en détail plus tard. Mais les cellules végétales, ils ont certaines affaires différentes. Entre autres, ils ont une paroi cellulaire. La paroi cellulaire, il y a de la cellulose à l'intérieur de ça. Ça lui donne sa rigidité, une forme plutôt, je dirais, géométrique, là, rectangulaire ou allongée. Il y a des vacuoles. Il y a une seule vacuole, en fait, une seule et unique vacuole, alors que la cellule animale va en posséder plusieurs. Mais entre autres, les cellules végétales, ils possèdent des chloroplastes. Puis les chloroplastes, eux autres, c'est vraiment particulier à la cellule végétale et ce sont les chloroplastes qui vont faire, entre autres, une réaction chimique super importante que les plantes font, ça s'appelle la photosynthèse. En gros, ce que c'est la photosynthèse, c'est que les plantes ils vont utiliser le CO2. Le CO2 dans l'air, c'est ce qui est rejeté, entre autres, par la combustion des combustibles fossiles, par exemple l'essence des voitures, le charbon qu'on va brûler, etc., même un peu la respiration des vivants. Pardon. Et le CO2, lui, il va être absorbé par les plantes, d'accord? Et donc, les plantes vont absorber le CO2 qui est dans l'air, qu'on ne veut pas. En fait, le CO2, c'est un gaz qui va contribuer au réchauffement de l'atmosphère, puis dont on veut le moins possible en avoir dans l'air. Donc, les plantes absorbent le CO2. Et ce qu'elles vont faire, une fois qu'elles l'absorbent, il y a une réaction chimique à l'intérieur des chloroplastes. À l'intérieur des chloroplastes qui sont juste ici, qui sont dans la plante, dans la partie verte de la plante. Et les plantes vont rejeter du dioxygène. Puis le dioxygène, on aime ça, c'est ce qui nous permet de vivre, nous, les mammifères, ce qui nous permet de rester en vie. Bon, bien sûr, les plantes utilisent de l'eau dans le sol, des minéraux aussi dans le sol, puis de l'ensoleillement, bien sûr.
Mais en gros, la photosynthèse, c'est la transformation par les plantes du CO2 pour rejeter de l'oxygène. Donc, c'est vraiment bénéfique et c'est ce que les plantes vont faire et les plantes vont faire ça avec les chloroplastes. Donc, il y a une grande différence. C'est juste pour vous dire qu'il y a une grande différence entre les cellules végétales et animales parce que nous, les humains, bien sûr, on n'est pas capable de faire de la photosynthèse. On n'est pas capable d'absorber le CO2 néfaste dans l'air puis d'en produire de l'oxygène qui est bénéfique pour tout le monde. Donc, les plantes végétales, les cellules végétales vont faire ça. C'est bien important, les espaces verts, d'ailleurs, pour ça. Dans une ville comme Manhattan, où il y a des millions d'habitants, l'oxygène est produit par, mettons, vous avez, pas principalement, mais il y a des endroits de verdure comme Central Park à l'intérieur de l'île de Manhattan, à New York, qui est très, très importante. Ce parc-là, chaque partie du parc doit coûter des millions, mais en valeur, mettons, si vous voulez, immobilière, on pourrait le vendre puis faire bâtir des gratte-ciels. Mais les New-Yorkais décident de le garder, évidemment, parce que c'est très important, parce que ces cellules-là purifient d'une certaine façon l'air, les cellules végétales de tous les végétaux qui sont là, par la photosynthèse, justement. Entre autres, ensuite, bon, vous avez la page 53. Ce qu'on mentionne à la page 53, tout le monde, on parle des caractéristiques du vivant. Et ce qui est bien important de comprendre, tout le monde, c'est que pour que quelque chose, pour qu'un organisme soit considéré comme vivant, il doit posséder chacune des 7 caractéristiques. Okay? Donc, il doit posséder, on va le souligner tout le monde, chacune des 7 caractéristiques. Donc, l'organisme ne doit pas présenter qu'une seule de ces caractéristiques, mais bien chacune des 7 caractéristiques. Alors, les 7 caractéristiques sont ici. Là, moi, je vous ai parlé de la première, qui est le fait qu'un organisme soit composé de cellules. Donc, l'ensemble des caractéristiques que tous les individus doivent posséder pour être considérés comme tels. Les 7 caractéristiques, je vais vous en parler brièvement. Donc, la première, je vous en ai parlé, c'est le fait d'être composé de cellules. Il y a des organismes qui sont unicellulaires, comme les bactéries. Donc, l'unité de base de la vie, très important, c'est la cellule. Donc, vraiment, l'unité de base, ça, c'est à noter. L'unité, ça veut dire ce avec quoi tu es composé. Il y a des organismes qui sont bien sûr faits d'une seule cellule, qui sont unicellulaires, et d'autres qui sont faits de plusieurs cellules, qui sont pluricellulaires, comme vous, par exemple. Vous êtes fait de plusieurs cellules. Donc, première caractéristique, organisation cellulaire. Deuxième caractéristique, les êtres vivants sont capables de se reproduire. Donc, les êtres vivants engendrent des nouveaux individus, puis transmettent leurs caractéristiques à leur progéniture, à leurs descendants. Donc, c'est vrai pour les végétaux et c'est vrai pour les animaux. Donc, la reproduction est une des 7 caractéristiques qui est super importante pour être considéré comme un vivant. Ensuite de ça, à la page 54, des êtres vivants doivent être capables d'utiliser l'énergie pour pouvoir survivre. Nous, on se nourrit de nourriture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les fiches nutritives des aliments. Vous avez des valeurs qui sont données en joules ou en kilojoules ou en calories. C'est des unités de mesure qui identifient de l'énergie. Donc, nous, on se nourrit. On se nourrit pour pouvoir assurer nos fonctions vitales puis nos activités, c'est-à-dire se déplacer, se nourrir, puis dans certains cas, pour les animaux, pour chasser. L'énergie, entre autres, ne peut pas nécessairement dire que tu vas manger quelque chose qui possède de l'énergie, une quantité de joules ou de kilojoules ou de calories comme dans les aliments. Ton énergie peut venir du soleil, par exemple, pour tout ce qui est les autotrophes, par exemple, tous les végétaux, ils vont se nourrir de soleil, de minéraux dans le sol. Donc, l'utilisation d'énergie est une des 7 caractéristiques. On l'a vu en classe, il y a 2 types d'adaptations. Les adaptations peuvent être physiques ou elles peuvent être comportementales. Donc, l'adaptation au milieu, elle peut être physique, on va l'écrire. Elle peut être physique, comme on l'a vu, donc tout ce qui est mimétisme, camouflage. Puis elle peut être aussi comportementale. C'est le comportement qui peut être changé. Comportemental. OK? Ça, c'est 2 types d'adaptations que les êtres vivants vont faire pour pouvoir se donner des chances de survie. Ça peut être au niveau de leur morphologie, c'est-à-dire de quoi ils ont l'air. Ici, on parle du bec du colibri qui est adapté pour certaines fleurs, qui lui permet d'aspirer le nectar, qui est la substance sucrée à la base de la fleur. Donc, les êtres vivants sont capables de s'adapter à leur milieu. À l'inverse, par exemple, d'une roche ou d'une table, la table ne sera pas capable de se transformer au bout de plusieurs générations, puis au bout de milliers d'années. Elle ne va pas évoluer. La réaction stimuli, on en a vu une réaction stimuli, nous, entre autres, par exemple, le phototropisme. Des stimuli, c'est le pluriel pour stimulus. Là. Un stimulus, ça peut être un bruit, de la lumière, ça peut être
Ça peut être tout ce qui va faire réagir un être vivant, un son, de la chaleur, de la lumière, etc. Nous, les êtres vivants, par exemple, notre œil, la pupille de l'œil, elle est capable de se dilater ou de se contracter. Donc, ce que vous voyez ici, là, la pupille de l'œil, elle va se dilater quand il y a beaucoup de lumière, quand il y a peu de lumière, pardon, pour laisser entrer le maximum de lumière pour que ça puisse atteindre le fond de l'œil puis être lu par la rétine. S'il y a trop de lumière, la pupille va se contracter de façon à limiter la quantité de lumière pour justement pas abîmer le fond de l'œil puis pour protéger l'œil. Donc, nous, on réagit à la lumière, mais, par exemple, d'une façon à contracter notre pupille, mais les végétaux, entre autres, peuvent réagir, eux, à la lumière en faisant du phototropisme, en s'adaptant, entre autres, en adaptant leur comportement. Donc, la réaction aux stimuli. Donc, des stimuli, très important de le noter, tout le monde, des stimuli. Vous en avez des exemples ici, là. La lumière, le son, les odeurs, la saveur, la chaleur. Une chaise ne va pas réagir à la lumière. Elle ne va pas se transformer ni à un son. Elle va avoir aucune réaction. Mais les êtres vivants, eux, ils vont réagir à ça. Donc, réagir aux stimuli. La croissance et le développement, bien sûr, tout ce qui est vivant va avoir une croissance, va être capable de développer ses cellules pour pouvoir les multiplier puis avoir une certaine croissance. Donc, si on donne l'exemple d'une graine de pois qui va se développer pour devenir une plante. Et la dernière caractéristique, c'est les échanges avec le milieu. Tantôt, je vous ai parlé du CO2 qui est absorbé par les plantes. Donc, le milieu, c'est le milieu environnant. Fait que les cellules végétales vont absorber le CO2. Donc, les échanges, ils vont faire des échanges, ils vont prendre le CO2 puis ils vont produire de l'oxygène. Avec ça, ça montre qu'ils sont capables d'absorber ce qui est autour d'eux, de le prendre, de l'utiliser, puis de rejeter quelque chose d'autre. Donc, les êtres vivants sont capables de puiser dans l'environnement les substances nécessaires à leur survie. Nous, quand on mange quelque chose, si vous mangez quelque chose de votre jardin, ben, vous faites des échanges avec votre milieu. Le milieu, c'est vraiment l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc, ici, on donne l'exemple de la photosynthèse. La fougère qui effectue de la photosynthèse, c'est un exemple d'échange avec son milieu. Vous savez, mettons, le tournesol, lui, oui, il fait des échanges avec son milieu. Il absorbe l'eau par ses racines, les minéraux, il réagit au soleil, etc. Il possède les 7 caractéristiques et est considéré comme vivant. Mais un volcan, ça possède quand même certaines des caractéristiques. T'sais, un volcan, ça va faire des échanges avec son milieu. Un volcan, entre autres, ça envoie de la lave, c'est du magma, là, c'est de la roche fondue, si vous voulez, à l'extérieur, mais ça envoie du CO2 dans l'air. Euh, ça fait des échanges avec son milieu. Le volcan va aussi faire de la croissance. Il va croître, le volcan, c'est-à-dire qu'à mesure qu'il y a de la lave qui va sortir, qui va durcir, ben, le volcan, il va se mettre à. Il peut faire de la croissance, si vous voulez. Un volcan aussi peut réagir à des stimuli, par exemple, il peut réagir à des plaques tectoniques, c'est-à-dire des plaques dans la terre, dans la croûte terrestre qui bougent pour pouvoir tomber en éruption, par exemple. Fait qu'un volcan peut avoir ces 3 caractéristiques-là, mais vu qu'il n'y a pas les 7, il va être considéré non vivant. Donc, c'est ce qui est à retenir. Maintenant, dans la page 15 des notes de cours, tout ce que je veux vous dire, tout le monde, c'est que vous avez là les 7 caractéristiques, mais ils sont comme numérotés. Bien sûr, les caractéristiques ne possèdent pas des numéros. On n'a pas besoin d'apprendre que la caractéristique numéro 5, c'est stimulé, ce n'est pas ça du tout. Mais quand vous allez les placer, tout le monde, essayez de déduire un peu qu'est-ce qui va où. Et organisation cellulaire, bon là, bien sûr, l'unité de base de la vie, c'est quoi? Vous l'écrivez. Quelque chose qui est composé de cellules. Qu'est-ce que c'est? La deuxième, ben là, tu ne sais pas trop quoi écrire, mais tu regardes la troisième, tu vois qu'on parle de quelque chose qui sert à se déplacer, à chasser puis à se reproduire. Fait que tu vas aller mettre au numéro 3 ce qui est en lien avec ce qui est écrit en dessous. Ici, vous avez une autre indice là, pour le 4. Ça sert à assurer la continuité, la survie de l'espèce. La continuité, c'est d'avoir des descendants, etc. La 5e, elle est nommée. La 6e, on ne sait pas c'est quoi. Puis la 7e, elle est nommée, c'est des échanges avec le milieu. Fait que donnez-moi une brève définition. N'oubliez pas que vous avez toute l'information aux pages 53-54. Allez lire la définition, ce qu'on a souligné, puis écrivez ce qui est nécessaire aux pages 15. Voilà, à la page 15. Avec ça, il y a un devoir qui est celui-ci. Donc, vous pouvez le faire. Merci, puis bonne journée.